bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce mercredi, la création d'un fonds fiduciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Pour l'heure, 294 millions d'euros ont été mobilisés. Dans l'actualité économique, la Sénélec, compagnie d'électricité au Sénégal, poursuit sa politique d'investissement. 510 milliards de francs CFA seront donc investis d'ici 2020. Et puis nous nous intéresserons à la situation des étudiants gabonais de France. Sans bourse depuis plusieurs mois, ces derniers ont interpellé sur notre antenne les autorités gabonaises qui n'ont pas tardé à réagir. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités. Augustin Tchameney, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes donc avocat, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec nous également, Saïkou Barry, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes étudiant en communication politique et publique à l'Université de Paris-Est. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Sans oublier notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et bonne année, quand nous commençons une nouvelle année pour notre chère émission. Merci Jean-Marie, on démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les pays membres du G5 Sahel ont décidé de la création d'un fonds fiduciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce fonds sera doté de 2 organes, un comité de soutien et un comité de contrôle pour une bonne gestion des fonds mis à disposition par les partenaires. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali, on en parle juste après. Rendre opérationnel les G5 Sahel, c'est le but de la rencontre qui a réuni à Bamako les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres. Après les rencontres de Paris et de Bruxelles en décembre 2017 et le soutien onusien par le vote de la résolution 23/91 du Conseil de sécurité, le G5 Sahel fait le point de ses offensives diplomatiques. 11 mois après son lancement à Bamako, le bilan est satisfaisant. Nous avons certes des problèmes de sécurité pour lesquels des avancées remarquables ont été enregistrées. Nous nous devons cependant de redoubler d'efforts et de ne jamais baisser la garde, mais ne point oublier les problèmes de développement qui sont les plus pressants. Le G5 Sahel a pour credo la sécurité et le développement. Nous avons la ferme conviction qu'une fois notre espace progressivement sécurisé, le développement devrait suivre pour en assurer la durabilité et la pérennité. La démarche commune du G5 Sahel devrait s'articuler autour des leviers suivants. Premièrement, le maintien d'un très haut niveau de préparation et de déploiement opérationnel de la force conjointe, indispensable à l'acquisition effective des capacités militaires exigées pour atteindre sa pleine opérationnalisation. Fort du soutien des pays comme les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le G5 espère atteindre la somme de 423 millions d'euros prévue pour le fonctionnement de cette force. Pour plus de transparence, le G5 a décidé de la mise en place d'un fonds fiduciaire pour gérer les aides. Et la première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris 2 autres décisions qui est la mise en place de 2 comités, un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés, et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle. En rappel, le quartier général de la force conjointe est basé à Sévaré dans la région de Mopti. Prochaine étape, le sommet des chefs d'État des pays membres à Niamey en février 2018 et la rencontre des donateurs de Bruxelles le 28 février 2018. Alors, messieurs, un fonds fiduciaire pour gérer donc les aides internationales. Monsieur Tchameney, en quoi est-ce important? Écoutez, je pense que l'initiative est louable parce que la cause sécuritaire de manière générale et le terrorisme de manière spécifique dans le cas des États du Sahel est une question très préoccupante.
Pour autant, je voudrais ici observer que le fonds fiduciaire qui est initié aujourd'hui est une modalité comme une autre. Mais surtout, c'est une modalité de plus. C'est-à-dire qu'en réalité, le G5 du Sahel a été institué pour lutter contre le terrorisme dans la région, mais aussi, en filigrane, a des ambitions d'intégration économique. Ce qui suscite du coup une sorte de concurrence, plus certainement avec une organisation très connue du Sahel qui est la CENSAD. Je rappelle que toutes les nations composantes du G5 sont membres de la CENSAD, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Tchad, le Burkina, le Niger ou encore le Mali, sont tous déjà membres du CENSAD. On peut se poser la question de la pertinence de la création d'une nouvelle communauté, que ce soit pour lutter contre le terrorisme ou pour faire de l'intégration économique, étant entendu que par ailleurs, en dehors même du CENSAD, vous avez d'autres organisations qui faisaient la concurrence vis-à-vis du CENSAD. C'est le cas de la CEAC et de la CEMAC en ce qui concerne le Tchad. C'est le cas de l'UEMOA et de la CEDEAO en ce qui concerne le Burkina, le Mali et j'en oublie. Mais alors, donc, il y a un foisonnement d'organisations qui font à peu près la même chose. Je rappelle que toutes ces communautés-là, aussi bien la CEDEAO que la CEAC, ont déjà des mécanismes de sécurité qui auraient très bien pu, à leur tour, s'occuper de cette question du terrorisme sans pourtant qu'on ait à en créer une autre. Alors, pour revenir à la mise en place de ce fonds fiduciaire, M. Barry, il y a peut-être aussi une volonté finalement de préserver cette force du G5 Sahel de tout soupçon de mauvaise gestion, par exemple, non ? Pour attirer plus d'investisseurs? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je souscris à tout ce qui a été dit et aussi, en effet, malheureusement, l'une des particularités de l'Afrique, justement, c'est situé au niveau de la gestion en fait, des ressources financières que les bailleurs et les puissances occidentales donnent à nos institutions ou à nos États ou parfois même malheureusement à nos investisseurs. Force est de constater là, l'occurrence, créer cette institution est très bien, mais encore faut-il la donner tous les moyens. Et puis, faudrait-il pas créer des structures de veille pour suivre en fait justement cette institution de fiduciaire. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec nos invités, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle la spécialisation. Voilà une zone sur laquelle vous avez, si vous voulez, quand on regarde les organisations internationales, vous avez une spécialisation de chacune des organisations. Et ici, là, nous sommes face à un conflit qui est une déstabilisation régionale, globale, qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout en Afrique. Donc si vous n'avez pas une spécialisation, il me souvient que le Cameroun, par exemple, si vous voulez, vous avez eu une réunion au Cameroun qui a réuni, c'est-à-dire y compris jusqu'au pays, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. Parce que la question sécuritaire, c'est une question de spécialisation. Une armée, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre une institution comme le G5, qui est dédié expressément, comment dirais-je, à la sécurité et à la défense du territoire et aller la mettre justement dans une autre organisation. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'aurez pas les moyens, vous n'aurez pas une meilleure lisibilité. Alors que le G5, c'est une organisation qui est dédiée à la défense du territoire en tant que telle. Donc ça veut dire que ce sont des armées. Vous avez vu tout à l'heure là, c'est-à-dire dans notre reportage, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez, si vous voulez, les chefs des différentes armées qui sont là pour pouvoir coordonner, parce que cette coordination-là est impérative. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, si vous voulez, que vous ayez le G5, où vous avez une mission bien précise qui est donnée à l'organisation, à savoir, parce que, si vous voulez, ça dépend de quoi? Ça dépend de du développement du territoire. Et là, vous avez une mutualisation. Une mutualisation, c'est-à-dire des différentes forces. Même si, les fonds sont les fonds extérieurs, mais vous avez une mutualisation. Et cette mutualisation-là, il faut qu'il y ait une gestion claire. Si on prend ça permet aussi, surtout, d'avoir un suivi, finalement, des promesses qui ont été faites. Ça permet d'avoir un suivi, comme vous dites, Graziella, mais un suivi efficace, dans la mesure où vous avez un échange d'informations entre les spécialistes des différentes armées. Là, vous n'avez pas, des politiciens, vous n'avez pas, des économistes qui sont à l'intérieur. Là, ce sont les spécialistes de la sécurité de la zone. Et moi, je préfère cette spécialisation-là. Monsieur N'Tchameney, je vois que vous avez envie de répondre. Allez-y. Je ne peux que réagir. Évidemment, c'est une position qui est soutenable, mais qui, à mon sens, est soumise à des réserves très sérieuses du point de vue technique. C'est-à-dire que le G5 qui est créé aujourd'hui
a le mérite de la spécialisation telle que vous le dites, mais ce que je dis simplement antérieurement, ce que j'ai dit, c'est que si pour chaque chose, si demain on va créer le groupe des États les plus proches de l'immigration, après-demain le groupe des États dont les chefs d'État vont en vacances en Europe, on s'en sort plus. Donc je crois qu'on a aujourd'hui des mécanismes sérieux. Du point de vue on a des mécanismes institutionnels. de mettre, mais ces mécanismes-là, si vous voulez, vous ne pouvez pas les mettre dans le même panier. Ça veut dire que la gestion sera beaucoup plus difficile. Mais alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce que si à chaque fois il faut multiplier les communautés parce que les problèmes naissent, le problème en Afrique, évidemment, c'est que... Quand vous avez un gouvernement, vous avez différents départements ministériels. Là, en l'occurrence, il s'agit pas de communauté. Vous ne laissez pas aboutir mon raisonnement. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous pensez que pour chaque chose, vous allez créer, pour chaque besoin, vous allez créer un mécanisme spécifique, vous en créez tous les jours. Mais à partir du moment où vous avez une politique, aujourd'hui en Afrique, la politique sécuritaire est définie, même pas par l'Union africaine, mais par le Conseil de sécurité qui est responsable de la sécurité dans le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un organisme de sécurité qui opère dans une région, c'est sous le fondement des Nations Unies. Et dans ce registre-là, vous avez une pléthore d'organisations en Afrique, y compris dans la région du Sahel. Pas seulement en Afrique. On voit ça dans le monde entier. Il n'y a pas que l'Afrique. L'Afrique, c'est la région où il y a le plus grand nombre d'organismes du chapitre 8 des Nations Unies, sans pour autant que ça règle quoi que ce soit. Parce qu'il y a ce que j'appelle les incapacités africaines. On multiplie... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un mécanisme d'incapacité. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, parce que le plus important, ce n'est pas de créer des organisations, c'est de les faire fonctionner. C'est-à-dire quand vous avez aujourd'hui les États qui sont tous par ailleurs engagés dans la CENSAD, qui auraient pu s'occuper de cette question-là, puisque la CENSAD, c'est la communauté des États, communauté économique des États sahélo-sahéliens, c'est-à-dire que du Sahel. Vous avez la CEAC qui aussi est impactée par le terrorisme, avec la présence de Boko Haram au Cameroun et au Tchad. Vous avez la CEDEAO avec la présence de Boko Haram au Nigeria. Donc, ce qui veut dire qu'on peut mutualiser déjà les mécanismes dans les forces qui existent déjà. Vous pouvez pas demander, par exemple, je veux vous dire, maître, comment est-ce que vous pouvez me demander aujourd'hui, on va aller prendre le ministre des Finances pour qu'il vienne gérer, si vous voulez, la sécurité d'un territoire. C'est pas possible, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez... C'est-à-dire chaque spécialisation nécessite des spécialistes. Donc vous parlez de la sécurité. Vous parlez de la sécurité comme si vous parliez, je ne sais pas moi, comme on voit de temps en temps chez nous en Afrique, ministre de l'économie et des finances, ainsi de suite. Non, alors, là c'est quelque chose de bien précis. Est-ce que vous savez qu'il existe au sein de l'Union africaine, ce qu'on appelle le Conseil des paix et de sécurité? Ça, je sais que si ça existait, comment se fait-il alors qu'il y a une nouvelle création? Même le Conseil de sécurité... Non, le Conseil de sécurité dont vous avez parlé tout à l'heure, le Conseil de sécurité a des départements à l'intérieur. Ne nous parlez pas du Conseil de sécurité comme si c'était un organisme, si vous voulez, un organisme multipolaire. Je suis très d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais moi je dis simplement... Je comprends vous avez peur que... L'organisation ne fonctionne pas parce que nous en avons l'habitude en Afrique. Nous en avons l'habitude en Afrique. Que ça ne fonctionne pas, je suis d'accord. On a aussi des expériences. Ça, c'est un autre point. On a des expériences qui ont échoué du fait de la multiplication des mécanismes. Donc je vous dis très précisément que le fait d'être engagé partout ailleurs fait que vous avez, plutôt que de mutualiser les dispersions, vous devez régler vos charges qui sont imparties à telle ou telle organisation, alors qu'on sait très bien que les revenus de ces États sont très, très réduits. Vous allez me dire que oui, ils sont soutenus par les États-Unis, par la France, mais l'intérêt de la France dans cette affaire, c'est que la France veut se désengager au Mali. Donc, quand vous voulez faire des choses comme ça, elle ne peut qu'encourager. Donc, en réalité, plutôt que de créer un mécanisme nouveau, on ferait mieux de fortifier ceux qui existent déjà. Puisqu'ils sont là pour faire précisément ce qui est vous savez, en ce qui concerne la sécurité en Afrique, on peut s'y arrêter, d'accord? Citez-moi, comment dirais-je, quelle est l'organisation que vous aurez aimé, vous avez parlé de CENSAD là tout à l'heure, quelle est l'organisation que vous aurez voulu qu'on y greffe? Parce que la sécurité d'un État, ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas de l'éducation, parce que tout dépend de ça. Donc à partir de là, vous voyez que dans tous les États du monde, dès que vous avez un problème de sécurité, ce sont des spécialistes qui s'assoient. On ne va pas greffer, comment dirais-je, une organisation de sécurité à une autre organisation existante. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique centrale, mais il faut prendre en compte, si vous voulez, cette dimension qui est une dimension spécifique en tant que telle. Vous ne pouvez pas me dire que oui, comme on a X organisations en Afrique, donc il n'aurait pas fallu créer celle-là. Elle a été créée il n'y a pas longtemps. Et vous voyez les organisations dont vous avez cité les noms là tout à l'heure.
quelle est l'organisation qui a été mise en place en Afrique et qui a été opérationnelle, si vous voulez, en l'espace de 6 mois? Il n'y en a pas. Vous et moi, nous le savons très très bien. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a une spécificité ici, là. Et cette spécificité-là, il faut la prendre en compte parce que c'est la spécificité des États. Depuis 2014, la spécificité des États. Le G5 existe en tant qu'entité depuis 2014. En 2015. Mais pour qu'on puisse donner, comment dirais-je, je vous me parler du G5, moi je peux partir avec vous de l'OUA. L'OUA a été, si tu vas dire, Addis Abeba, ça a été fonctionnel combien de temps après? Il ne faut pas qu'on s'éloigne. On s'égare un petit peu. Ce que je voudrais dire ici, simplement, c'est que le fonctionnement c'est en 2015, mais la création c'est 2014. Mais le G5 en tant que tel est une communauté qui va s'intéresser à la lutte contre le terrorisme et éventuellement au développement de l'intégration économique, parce qu'ils estiment, les États estiment que pour faire du développement... Très bien. Vous n'avez pas de sécurité économique, vous avez aussi pas de sécurité, vous avez pas de développement. Je voudrais juste vous dire, pour terminer, que depuis 1991, depuis la signature du traité d'Abuja, c'est un objectif déjà inscrit à l'échelon continental et objectif auquel toutes les communautés économiques régionales africaines souscrivent. Aujourd'hui, il y en a 8, parmi lesquelles la Sainte-Salle, qui est une communauté sahélo-sahélienne qui aurait très bien pu s'occuper de cette question-là. Donc le G5, à mon sens, c'est un émiettement des forces qui va de plus en plus, qui va démontrer une fois de plus que les États concernés ne sont pas en mesure messieurs, je voudrais qu'on évolue un petit peu dans ce débat et qu'on parle notamment du financement de cette force. On a entendu dans le reportage parler de l'appui financier de l'Arabie Saoudite, de la France ou encore des États-Unis. Qu'en est-il finalement de la participation financière de l'Union africaine, Monsieur Barry? Et justement, en fait, l'Afrique est tout le temps le parent pauvre en matière de financement. Et on le sait, les États africains sont illustrés justement par l'incapacité de prendre en charge toutes les opérations de maintien, que ce soit de paix ou de sécurité sur le continent. Et on est toujours cantonné à, encore une fois, à tendre la main à l'étranger, alors que là, justement, en l'occurrence, vu la nouvelle politique étrangère des États-Unis qui, justement, est en train de diminuer chaque fois ses parts dans le financement de l'ONU, notamment en matière de force, de déploiement de forces de sécurité de l'ONU. Je ne sais pas trop comment est-ce que l'Afrique va s'en sortir, sachant que les États sont tout le temps trop... Les États, en fait, n'investissent pas, ne mettent pas les moyens dans les opérations de financement. Et là, en l'occurrence, je pense que l'Afrique aussi va rater une occasion d'investir ou de financer cette opération. Augustin. L'Union africaine n'a pas vocation à financer une organisation internationale, fût-elle africaine. Le G5, c'est une communauté d'États. Donc c'est aux États membres de financer l'organisation. Qu'ils aient cherché les financements ailleurs, à la diaspora ou aux puissances étrangères, ça leur incombe. L'Union africaine déjà qui a des difficultés à financer ses propres objectifs, ne peut pas en financer d'autres. Ce d'autant plus que d'ailleurs ce qui est pris en charge ici, l'Union africaine elle-même peut s'en occuper. Non seulement parce qu'elle en a la responsabilité du point de vue régional, parce que du point de vue mondial, ce ne serait pas juste, c'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité de la paix dans le monde, mais l'Union africaine, c'est un organisme du chapitre 8 qui gère la sécurité en Afrique. Donc, je ne vais pas me répéter, mais une fois de plus, pour moi, c'est une preuve suffisante pour démontrer qu'on crée des communautés sans pour autant qu'on ait au préalable étudié non seulement l'opérationnalité, mais surtout le financement. Parce que la difficulté de financer les organisations régionales africaines est liée d'une grande part au fait que plusieurs États sont partout ailleurs, dans plusieurs communautés. Cela veut dire qu'il faut multiplier les contributions et c'est difficile. Donc voilà, ce qui fait que beaucoup d'organisations deviennent finalement des coquilles vides et il ne serait pas étonnant que le G5 à terme je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que le G5, c'est-à-dire ce sera, si vous voulez, la même destinée pour le G5. Tout simplement pourquoi? Parce que j'insiste sur la question sécuritaire. Vous croyez que les États-Unis, la France, c'est-à-dire ces États-là vont se lever pour aller financer? Parce que ces États-là qui financent ont des intérêts là-dedans. Tous les États dans le monde entier ne fonctionnent qu'à partir des intérêts. Ce n'est pas parce que les gens de l'extérieur veulent bien venir aider les Africains. Tant que nous, les Africains, nous n'allons pas nous mettre en tête que les États, ce sont des intérêts. Donc, à partir de là, ce financement-là, vous pouvez me prendre toutes les organisations africaines que vous voulez. Je veux bien, mais en l'espace. C'est-à-dire, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vais vous dire l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est se désengager. Se désengager du Mali. L'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est de se désengager du Mali. C'est tout ce que nous demandons aussi. Maintenant, on va dans la dimension des indépendances des États africains. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens militaires de le faire. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Bon, très bien. Nous n'avons pas les moyens militaires en tant que tels. Sauf que, si vous voulez, là, quand vous avez des États extérieurs qui s'engagent dans une opération comme celle-là, c'est que cette opération-là
a été relativement bien préparé en amont. Je ne vois pas les Américains, si vous voulez laisser cet argent-là, c'est-à-dire qu'ils ont mis ne pas aller, c'est-à-dire vers l'objectif fixé qui a été fixé aux États. Et là-dessus, il y a une espèce de mutualisation dont vous avez parlé là tout à l'heure. Moi, je me dis que c'est une belle chose. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que vous pouvez... Chez nous, en Afrique, vous n'avez aucun État qui peut faire face, ne serait-ce qu'au terrorisme interne. Là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, savoir si ça va marcher ou pas, à moins que vous ne soyez devin et que vous sachiez que ça ne va pas marcher, mais moi, je ne pense pas. L'avenir nous dira, en tout cas. Ça marchera merci, pas. messieurs. Merci. Alors, je pardonnez-moi de vous couper, mais on n'a plus le temps. Nous allons marquer une courte pause. Je vous en prie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.